Dans chaque petite alvéole, il y a une quinzaine de petits bulots et à l'état larvaire. Et le premier qui est mûr, mature, en fait, va manger tous les autres. Et il va sortir. Mais de chaque petite alvéole est sorti un petit bulot. Est-ce qu'ils ne survivent pas tous? Ah non, non, bah, ils ont leurs prédateurs et donc non, ils ne survivent pas tous. Quoi. Ils survivent pas tous. Les marins d'ici l'utilisent comme quand il faut se laver, quand ils sont sur leur bateau et qu'il faut nettoyer quelque chose, il y a de la vase, etc. Ils l'utilisent comme éponge parce qu'effectivement, il y a des trous à l'intérieur, l'eau peut s'y mettre et ça fait un petit peu le phénomène d'éponge. Je vais vous montrer, je pense avoir une photo effectivement d'une femelle bulot en train de pondre. Donc vous voyez, il y a la femelle et qui est en train de déposer ses œufs et donc on voit qu'elle a soulevé l'opercule avec laquelle elle peut se mettre dans sa coquille et la rendre étanche. Vous pouvez vous le faire passer, comme ça, ce sera peut-être plus facile effectivement à regarder. Alors vous pouvez regarder dans la loupe. Ah ben, regarde, tu vois. En regardant dans la loupe, on voit peut-être encore un petit peu mieux avec ça. C'est le corail de chez nous, ça. Ça s'appelle un flustre. Et chaque petit trou, dedans, il y a un petit animal. Dans chaque trou, il y a un petit animal. Comme effectivement les coraux, où chaque petite parcelle sont des animaux. Et là, on appelle ça un zooïde. Et je vous montrerai effectivement un dessin de zooïde tout à l'heure. Chaque petit trou, c'est un animal particulier. Un œuf de raie avec, là vous voyez, deux petits ligaments, deux petites accroches et qui ça c'est un autre bivalve qu'on va trouver dans la baie, c'est un scrobiculaire. Scrobiculaire, ça se mange, croissance de la coque qui à chaque fois effectivement un petit peu comme les cernes d'un arbre en fait, c'est agrandi d'autant de millimètres. Allez, hop. Alors on va le pencher un peu. Regarde, on va le pencher, regarde. On va faire ça. De l'autre côté. Ah si, il y en a un tout petit là. On a ici et il y en a ici aussi. Mais ils sont très fragiles. Il est dans son tube. Donc c'est un petit verre qui est très fin. Et tous les petits tubes en fait comportent un petit verre comme ça. Et les oiseaux viennent ici et viennent picorer effectivement tous ces petits vers. Ça se bagarre entre les mouettes et les goélands. Bon, on va essayer de réviser un petit peu ce qu'on a vu. Ça, c'est le flustre. C'est ce qu'on est en train de regarder ici, qu'on voit ici sur le microscope. On retrouve effectivement les petites cavités avec les petits dards tout autour effectivement des cavités des zooïdes. Qu'est-ce qu'on va voir? Les bivalves, la coque, on l'a vu, avec ses stries en fonction de son âge. Notre scrobiculaire. Les gastéropodes, on n'en a pas vu des gibules, mais on peut en trouver ici. Si vous baladez au bord de la plage, des beaux petits coquillages comme ça sont des gibules. Les œufs. Ah ben c'est tout ce que vous avez retenu. Des œufs de bulot. Donc le bulot, là on l'a vu tout à l'heure, effectivement le bulot qui est en train de pondre. Et on voit Il faut de la jugeote pour survivre en pleine forêt. La jungle est une véritable boîte à outils géante. Mais le problème, c'est qu'il faut les bons outils et apprendre à s'en servir. Quelquefois, il suffit de quelques cours particuliers. En général, les copains et la famille sont là pour ça. Donc effectivement, il y a une partie qui est fictionnée pour les besoins d'une narration, parce que il faut une histoire, donc il faut raconter quelque chose. Par contre, c'est vrai que toute la partie comportement, etc.,
tout ça est complètement appuyé sur des faits scientifiques. Donc il n'y a rien qui est faux au niveau scientifique sur le cassage de noix, sur la chasse, sur les guerres entre les communautés de chimpanzés, même si ce n'est pas forcément ces deux communautés-là, mais c'est vraiment des comportements qui se produisent. Donc on peut dire qu'on est dans une docu-fiction par le montage, mais qu'on est vraiment dans un documentaire par les faits qui sont relatés. Freddy lance la contre-attaque. On n'a pas vu du tout d'image de femelles avec des jeunes. Et il y a même le terme de soldat qui a été employé pour les mâles. Alors, est-ce que, tout comme la chasse, c'est un phénomène très organisé enfin, comment ça se passe? Votre remarque est très intéressante parce qu'effectivement, ces guerres entre clans, entre communautés de chimpanzés se font uniquement par les mâles. Et ils vont, par contre, kidnapper les femelles et les intégrer de force à leur groupe. Et c'est vrai que ça a été quelque chose au début très difficilement accepté par les scientifiques parce que ça remettait beaucoup de choses en cause par rapport à nous-mêmes sur les origines de la violence qui visiblement ne sont pas que culturelles. C'est vrai que les chimpanzés, on les imagine rarement aussi violents. Avons-nous d'autres questions? Je me demandais si les chimpanzés étaient les seuls singes qui chassaient et qui tuaient d'autres animaux pour manger. Chez les grands singes, donc les gorilles, les bonobos, les orang-outans et les chimpanzés, à chasser vraiment activement, les chimpanzés sont quand même les plus grands chasseurs. Alors, Ils mangent des singes. Les mâles se mettent en chasse. Ils se séparent, s'éparpillent dans la forêt et se mettent en place.
que vous verrez, ça a été creusé par la main de l'homme. Donc c'est des anciennes tourbières. Toute la vallée de la Somme, c'est que des tourbières. Tourbe, c'est un amalgame de racines, de feuilles qui est compact, qui a été emmagasiné depuis des millénaires. Le tirage de la tourbe s'est terminé dans les années 52-53. Hein, on ne servait plus de la tourbe parce qu'il y avait justement le charbon qui était arrivé. Hein. T'as amené ton corps? Oui. Si c'est lui, il va venir. Ah, je t'ai raté. Je vais vous raconter une histoire vécue avec un cygne. Il y a quelques années, c'est pour ça que du reste ils l'ont appelé Armand, j'ai sauvé un cygne qui était pris par un fil de pêche avec un trident. Il avait sa patte gauche et son aile gauche qui était emmêlée. Il avançait qu'avec une patte, quoi. Alors j'ai réussi à l'attraper, à me becter un petit peu, puis j'ai coupé les fils. À Mareuil, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a 130 huttes. Vous avez plusieurs types de huttes. Des huttes sur berge, telles que celle-ci. Il y en a une autre un peu plus loin. Et vous avez des huttes sur des îlots qui ont été fabriqués. On a mis les implants à l'extérieur, avec les blettes, avec tout ça. On attend, pourvu qu'il y ait quelque chose. Pourvu qu'il y ait quelque chose. Avec un minimum de confort, comme vous voyez, mais c'est suffisant de toute façon. Non, ça soit je ne pensais pas que c'était si grand que ça, qu'il y avait autant d'eau. On verra peut-être mieux là-bas. Ouais. Et après, il y en a on les voit bien en travers. Là-bas, il y en a plein. Les frétillets printemps, c'est la tulipe des marais. Alors là, je vais vous faire des pentes. Il y a 4-5 jours, ils n'étaient pas ouverts. Alors, il en existe des blanches, hein, mais ils sont très rares. Dans le parc de Montville, j'ai une exposition de bâches, donc là avec des tout grands formats qui font 1,50 m sur 1 m ou plus, et là qui sont exposés en milieu extérieur. Et je trouve que le fait de pouvoir exposer mon travail en milieu extérieur, c'est un plus. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un grand naturaliste, mais je m'intéresse beaucoup aux oiseaux, surtout aux oiseaux, mammifères également. Et donc c'est l'observation des oiseaux et des mammifères qui m'a amené à l'aquarelle, c'est pas l'inverse. Et c'est une façon de regarder pour, après progressivement, capter une attitude que l'on a en tête parce qu'on l'a dessiné plusieurs fois auparavant. Et à force de travailler l'animal dans plusieurs attitudes, on attrape une mémoire de l'oiseau qui nous permet d'aller de plus en plus loin et de le dessiner même s'il bouge. Vous avez toute une série d'aquarelles grand format, où là ce sont des aquarelles qui sont retravaillées en atelier, ils sont terminées et retravaillées en atelier. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, parce qu'en fait je rentre avec une ambiance en tête, des moments vécus et que j'aime interpréter, dans lesquels je me lâche dans les effets aquarelles. Je laisse aller l'eau et les pigments en les gérant
pour que l'ambiance que j'ai sorte et la luminosité ressortent. Et je trouve que les effets aquarelles sont magiques. Pour juger un film, on a une grille de critères qui sont à la fois techniques, artistiques et je dirais sensibles et intellectuels, entre guillemets, enfin, voilà, de compréhension. Donc les critères techniques, ça peut être la qualité d'image, la qualité du son, c'est la clarté des explications, donc l'enregistrement du commentaire. C'est une alchimie, hein, c'est comme le cinéma, c'est une alchimie. Et cette alchimie, il faut qu'elle prenne et qu'elle nous touche en tant que jury. Et moi, c'est quand je suis touché que j'éprouve de l'émotion, que là, je sais que le film a touché un point sensible chez les spectateurs. Plutôt coloré, n'est-ce pas? Alors, nous sommes 7 personnes au jury, et dont deux jeunes qui découvrent, je pense, pour la première fois un jury de festival. Et c'est très important parce que sinon, on n'est qu'entre professionnels, notre genre d'expérience. Et ce qui compte, bien sûr, c'est d'avoir un regard, je dirais, assez pur, épuré de ce qu'on connaît déjà, des choses convenues. Donc j'attends beaucoup de leur avis. Je suis plus sensible à l'image. Parce que ce qui se raconte, voilà, c'est la vie de l'animal, c'est la nature qui l'a choisi. Parce que l'image, c'est ce que le réalisateur veut montrer, c'est ce qu'il veut faire voir. C'est aussi le montage et le son, oui, il faut qu'il y ait de la qualité, parce que si c'est un truc qui est fait vite fait, ça va pas attirer. Ça va forcément bloquer à un moment. Celui d'hier soir, sur les ailes de l'Europe, l'idée de filmer sur les oiseaux et avec des moyens matériels sont vraiment bien. Après, il y a aussi les paysages qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir comme ça. Quand on dit par exemple, hier il y avait les châteaux de la Loire, quand on dit château de la Loire, on n'a pas forcément la vue du ciel qui était apportée hier soir. Et ça, je trouve ça vraiment bien en fait. Il y a des films que j'ai beaucoup aimés en amateur et des films en professionnel que j'ai pas aimé du tout. Après, ça reste un point de vue mitigé, ça dépend de la motivation du réalisateur. Il y a vraiment des réalisateurs qui ont fait des choses extraordinaires. Pour ma part, j'en attends beaucoup des amateurs. Donc j'attends vraiment de voir ce qu'ils ont fait parce que je me dis que s'il y a vraiment de l'innovation, elle viendra d'en bas de l'échelle, en fait, elle ne viendra pas forcément d'en haut. En 2009, nous avons appris que des crapauds avaient pondu dans la fontaine de ce petit parc. Nous y sommes allés avec notre caméra. Voici les images que nous avons filmées ce jour-là. Pour les amateurs, une bonne orientation, ce n'est pas d'aller chercher la performance en termes de qualité d'image, nécessairement. C'est plutôt en termes d'originalité d'image. Et donc, l'originalité de l'image, ça va être d'aller chercher chez les animaux, par exemple, un comportement inédit, quelque chose auquel eux seuls auront eu accès. Par leur quête personnelle, par leur contact. L'autre partie, c'est la qualité, savoir raconter une histoire. Donc ça aussi, je pense qu'un bon auteur, il sait raconter une histoire. Tentant de fuir vers des vallées plus sauvages, Agnès Lizard reçut de l'homme la pire punition. D'arriver à raconter cette histoire, d'arriver à donner, en fait, d'arriver à faire partager une passion, en fait. C'est ce qu'on attend le plus, en fait. Parc Marcontel est devant nous. Ouais. Il y a un couple des chasses qui passe encore en vol. Et vous avez vu, on voit les pattes qui dépassent du corps, hein, très longues pattes. Alors, les oies, elles vont nicher ici, elles sont en train de nicher ici. Oui. C'est pas une bague c'est pas marqué Parc du Marcontel dessus, hein, c'est une bague Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, de chiffres dessus. Comme ça, c'est un code unique, bien sûr, bague unique. Et ça sonne 45. Voilà. Allez, vas-y. On tourne à l'eau.
quand même une canne qui est là-haut, qui on va à un moment peut-être un bon faire son lit, ou peut-être qu'elle est peut-être. Alors les feuilles commencent à arriver. Dès qu'on voit que la femelle reste immobile et la tête en avant, la femelle de l'avocette, c'est la tête vraiment au ras de l'eau, et ben c'est une début de parade. Et le mâle va tourner autour en l'éclaboussant, en se nettoyant le plumage, en l'éclaboussant avec son bec, il va tourner autour. Ça coupe ensuite en se donnant les ailes écartées au-dessus de la femelle tourne la tête de gauche à droite, je ne sais pas si vous avez pu voir, et après l'accouplement, il se croise au bec.